Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Sport Stream, chaque semaine dans le canapé un athlète pour une discussion en tête à tête. Il y a ceux qui dansent le samedi soir et puis ceux qui dansent pour une médaille olympique. Mon invité fait partie de la deuxième catégorie. C'est un showman, un mec bourré d'énergie, un gars au sourire communicatif. Il est vice-champion olympique de breaking à Paris cet été. Danny Dan est mon invité, on va tenter de suivre le rythme. Salut Danny, ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Installe-toi, prends place dans ce beau canapé orange. Tu vas bien Danny? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Je t'ai demandé de choisir une petite musique, hein, c'est une tradition dans Sport Stream, vous le savez maintenant. Lauryn Hill, Do Wop. Explique-moi ce choix. Ben, en fait, c'est un choix, c'est une musique qui peut plaire à tout le monde à mon époque. Ça veut dire que tu peux être là tranquille dans un bar à boire un verre ou tu peux être à la salle de danse à danser. Parce qu'en fait, c'est une musique qui inspire ça, qui donne envie de danser, du moins pour moi, quand je l'écoute. Et du coup, c'est assez chill, en même temps un peu énergique. Donc, et elle transmet un message qui est assez magnifique. C'est vraiment sur ce genre de style musical que tu aimes danser ou tu es plutôt polyvalent? Je suis assez polyvalent, mais ce style de musique-là, ça me plaît particulièrement. Donc c'est vraiment pour moi me recentrer, me retrouver et puis faire évoluer mon imagination en fait. Bon, en tout cas, Danny, ça me fait très plaisir de t'avoir dans ce canapé, dans cette émission Sport Stream. On s'était vu pendant les Jeux Olympiques, alors forcément, c'est un marathon médiatique pendant les Jeux. Tu t'en rappelles pas forcément, mais là, on va prendre le temps, tous les deux, de parler des Jeux Olympiques, de ta carrière et de plein d'autres choses. Tu es venu avec ta très belle médaille d'argent. Tu peux la montrer, tiens, à la caméra? Belle médaille olympique, regardez ça. Elle est magnifique, hein? Elle est rangée où cette médaille actuellement, Danny? En lieu sûr. Ouais. Elle est en lieu sûr, donc dès que je termine, donc elle retourne en lieu sûr tranquillement avec mes autres médailles. Parce que c'est pas la seule que j'ai. Bon, c'est la seule en argent, parce que j'ai que des médailles en or. Donc le breaking m'a souri. Et la stratégie avec l'équipe de France, ça m'a permis comment dire ça, d'empiler les médailles. Ouais. Et je suppose qu'elle a fait beaucoup de voyages, la Guyane, sûrement? La Guyane, elle part bientôt dans les îles, elle part en Martinique là bientôt, et on a fait le Tour de France avec. Elle a voyagé, elle a voyagé. Elle est très belle en tout cas. Danny, tu te considères comme un athlète? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça signifie exactement? Mais en fait, pour moi, je suis un athlète. C'est un mélange d'artiste et d'athlète en fait. C'est pas si facile à dire, hein. Athlète, il faut s'entraîner. Donc c'est travailler athlétiquement parlant pour mettre en avant mon côté artistique. Donc c'est vraiment mélanger les deux concepts qui vont ensemble et qui fait que ça donne ça et ça donne pas mal de médailles. Alors nous, on s'est émerveillés durant les Jeux Olympiques devant Danny Dan. Danny Civil, de ton vrai nom donc. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Comment il occupe son temps? Danny Civil, là, il prend un peu de repos. Passe bien du temps mérité. Oui, merci. Passe du temps avec sa famille, organise des stages, de la danse et surtout sur une reconversion sur d'autres projets. Sur d'autres projets vraiment entrepreneuriat. Ça, c'est quelque chose qui me plaît parce que je suis une personne objective, avec plein d'objectifs. Je dois me lever, je dois avoir des objectifs. Et une fois que c'est atteint, on passe à un autre projet et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, pour le moment, là, je suis en plein dedans. Donc avec un petit peu de danse, vraiment très peu. Vraiment très peu. Mais je suis plus concentré sur l'entrepreneuriat en ce moment. Donc c'est ça. Après, les amis, la famille, les jeux vidéo, le sport. Je regarde d'autres sports. Donc là, c'est ce que je fais en ce moment. Il y a eu un avant et un après-jeu pour toi, Danny. Ta vie a changé grâce aux Jeux Olympiques? Oui. Oui, pas mal changé. Dans quel sens? En fait, sur le point de la visibilité, sur le breaking, parce qu'en fait, j'essaie de mettre en avant le breaking au maximum. Et c'est un sport qui est peu connu, donc j'essaie de le promotionner un maximum à travers mes activations, à travers les prises de parole que je fais. C'est un peu une mission pour toi? Tu te sens investi en tout cas d'une mission de développer, de démocratiser le breaking? En fait, c'est quelque chose que je faisais déjà avant les JO. C'est naturel. C'est naturel et maintenant, c'est quelque chose que je fais naturellement pour promouvoir
promouvoir mon sport, Ouais. et aussi qu'il y ait plus d'adhérents, qu'il y ait plus de licenciés en fait pour le breaking. Donc c'est quelque chose qui me plaît. Et aussi après il y a aussi les sponsors qui m'ont permis de promotionner encore plus le breaking. Donc j'essaie de le faire du plus haut possible que je peux. On rappelle que le break évidemment fait partie de la Fédération française de danse. Petite question pour toi, est-ce que il y a eu certaines, comment dire, des doutes un peu après les Jeux? Forcément, c'est un retour aussi à l'anonymat. Est-ce que toi, tu l'as bien vécu, ça? Est-ce qu'il y a cette pression de vouloir rester dans la lumière? Non, pour ma part, il n'y avait pas de pression de vouloir rester dans la lumière, parce que je me suis dit que le breaking a été sous la lumière. Maintenant, c'est à nous de la garder, surtout moi en tant que médaillé, promotionner un maximum, et ça, travailler avec les structures pour qu'on puisse intervenir au maximum dans des spectacles, vu qu'il y a déjà des danseurs qui le font, mais en fait dans d'autres cadres. Donc lorsqu'il y a des meetings, qu'il y ait des danseurs qui puissent performer et qui puissent savoir que le grand public puisse savoir qui sont ces danseurs, ce qu'ils font, qu'est-ce que c'est comme danse, et aussi en parler, décortiquer vraiment le breaking, ce que c'est. Tu l'as vécu, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'exceptionnel, tout simplement, où il y a énormément de visibilité, énormément d'émotions. Peut-être qu'on atteint des sommets dans pas mal de secteurs. Est-ce qu'on peut dire, Dany, qu'il y a une forme de baby blues olympique? Tu vois, après les Jeux, un petit vide émotionnel? Je ne vais pas dire un petit vide, je vais dire un gros vide émotionnel, parce qu'en fait, c'est les Jeux, on a préparé les Jeux pendant des années, surtout moi, depuis 2021-2022. J'ai préparé les Jeux, j'étais focus là-dessus, j'ai arrêté mon travail pour ça, je me suis mis à... Tu peux nous rappeler ton travail juste avant? Moi, j'étais aide-soignant en poste, donc j'ai arrêté mon travail, je me suis mis sur l'objectif JO, je me suis mis à fond dedans, j'ai arrêté de voir ma famille, j'étais interne à l'INSEP, donc j'étais à fond dedans, et en fait, une fois qu'on arrive au JO, on se dit en fait, c'est presque la fin, parce qu'en fait, en plus de moi qui est en fin de carrière, donc je me suis dit, bon, c'est maintenant que je dois envoyer je dois appuyer sur le champignon et puis faire le maximum pour faire du résultat. Donc ça a donné la médaille d'argent. Et après, il y a ce blues, c'est trop descente, parce qu'on en avait déjà parlé avec mon prépa mental, parce qu'en fait, j'ai toute une équipe qui est autour de moi et qui m'avait déjà prévenu des Jeux. J'avais eu pas mal d'interventions, de discussions avec des athlètes qui ont déjà fait les Jeux. Ouais. Il y a des Marie-Jo que je vais reciter encore. Marie-Josée Pérec. Marie-Jo, pas mal d'athlètes. Et en fait, ils m'ont expliqué que l'après-jeu, c'est quelque chose, c'est une chute libre. Donc moi, je l'ai ressenti. Et après, j'ai repris l'entraînement tout doucement. J'ai fait mon tour olympique avec la médaille. Je suis parti en Guyane, je suis parti me reposer. J'ai été voir ma famille en Guyane. Et là, je me retourne avec d'autres projets, quelque chose qui m'anime encore un peu plus, qui est moins vers le breaking, mais plus vers le sport en général. Donc j'essaie de toucher à monsieur et madame tout le monde. Donc c'est ce qui m'anime en ce moment. Donc avec moins de breaking, un peu de sport pour maintenir quand même la forme physique. Et voilà, c'est ce qui m'anime en ce moment. Et c'est vrai que c'est très dur d'anticiper, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'avant les Jeux Olympiques, forcément, on ne pense qu'à la compétition. C'est très dur de se dire tout de suite, ah oui, mais c'est peut-être aussi le moment de penser déjà à l'après, comment ça va se passer, comment je vais réussir à me reconstruire derrière, à faire le deuil en quelque sorte. Ça, c'est quelque chose que tu pensais déjà avant la compétition? Avant la compétition, c'était pas du tout dans ta tête? Si, avant les Jeux, en fait, on y pensait déjà avec mon équipe, avec mon agent, mon coach, et voilà, mon équipe, mon staff. On y pensait déjà. On avait déjà deux options, que ça se passe bien ou mal. Oui, c'était le but. C'est médaille ou pas médaille, en fait, on avait déjà quand même une stratégie d'attaque pour l'après-JO. Donc, ça a donné la médaille. Donc, il y a quand même le coup de blues avec médaille. Je pense que même si j'avais eu la médaille d'or, j'allais quand même avoir cette redescente parce qu'en fait, en termes d'objectifs, en fait, il se passe quoi? Il y avait encore le championnat de France, le championnat d'Europe, le championnat du monde qui était juste après. Donc, moi-même, je me sentais j'avais plus envie de retourner à l'entraînement et puis ensuite de performer encore. Tu as essayé de le faire? J'ai essayé de le faire. Mon entraînement a duré 34 minutes. 34 minutes exactement. Ouais. Et du coup, avec mon coach, il a senti que j'avais pas envie. Et on a terminé sur une terrasse à Bordeaux, entre un cannelé et café. C'est pas mal aussi, donc finalement. C'est pas mal. En fait, c'était là vraiment le côté mental. Mon mental n'était pas assez prêt, construit pour remettre les genouillères et pour aller danser. Donc, c'était vraiment cette période. Là, on a passé une autre période. Donc, quand je danse,
C'est vraiment une envie, c'est momentané et que je vais m'entraîner et après l'envie elle repasse et je remets ma casquette de jeune entrepreneur pour repartir dans mes nouveaux projets. D'accord, donc tu fermes pas totalement la porte non plus. Si l'envie te revient à un moment donné, on pourrait te revoir danser, on pourrait te revoir faire des compétitions ou tu te fixes quand même une certaine limite? Reprendre les compétitions, ça je sais pas. Ça, Ouais. c'est une question que je ne me suis pas posée. Mhm. Mais reprendre l'entraînement juste pour danser comme ça, ouais, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est un mood qu'on retrouve avec des potes, surtout, en fait, c'est retrouver l'envie de danser. Ouais. Ça, je pense pas que ça va partir. Mhm. Mais l'entraînement, les compétitions, ça, je sais pas. Je laisse la question au temps et surtout à l'envie. Mhm. Ça s'est fait assez naturellement ou tu as eu quand même un moment où tu t'es dit mais non, c'est pas possible, moi, Danny Dan, je devrais toujours avoir cette flamme, cette envie de danser constamment. Est-ce que ça t'a fait un certain choc assez brutal de te dire, bah ouais, finalement, là, j'en ai plus forcément envie, quoi? Non, c'est pas. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours dansé avec passion. Ouais. Ça veut dire que le fait d'avoir eu un métier à côté, Mhm. bah, en fait, c'était mon métier, c'est mon métier que j'adore, être soignant. Ouais. Et la danse, c'était ma passion. Ça veut dire que quand j'y allais à fond. Et en fait, j'avais jamais perdu cette envie-là de mes 21 ans de carrière. Et du coup, une fois que c'est passé, ben, en fait, j'ai ressenti que ben, en fait, je pensais moins à l'entraînement, j'ai Ouais. moins envie de m'entraîner. Mais je peux avoir une envie comme ça et dès qu'il y a du monde, ben, en fait, j'y vais, je danse. Et après, ça y est, une fois que c'est terminé, ben, c'est terminé. Je reprends ma vie normale. Et j'ai perdu, je veux dire, avec 2-3 entraînements, je pense que je reprends mon Ouais. niveau. Mais je veux dire une semaine, 2 semaines, je vais pas me lancer des fleurs. Mais je pense que c'est quelque chose qui ne va pas partir. Mm. D'ailleurs, déjà, juste parce que physiquement, ça me maintient. C'est un Ouais. des sports où on sollicite le plus la totalité du corps. Donc, je pense que ça va me permettre de me maintenir et surtout garder ce côté de liberté, de créativité et surtout de partage avec les autres danseurs. Et Danny Dan, il est différent de Danny Civil? L'homme est différent de l'artiste? Est-ce que l'homme est différent de l'artiste? Ben, en fait, non. Non. T'es le Non, même non, sur non. la piste enfin sur le floor que dans la vie de tous les jours? Oui, je veux dire ça. Donc, souriant, Ouais. moqueur, charrieur, sérieux, Ouais. assidu, des fois un peu flemmard. Ah ouais? Ouais. Un peu flemmard. Un peu flemmard, dans ouais. quoi? Dans l'entraînement? Non, pas dans l'entraînement. Ça veut dire que, exemple, j'ai mon adversaire, si, exemple, il a mis la barre au niveau à peu près à 65%, Ouais. mais moi, je vais le mettre à 66% au lieu de l'achever D'accord. directement, en fait. Ok. Donc ça, c'est mon petit côté flemmard, mon petit côté joueur, Ouais. où je me dis, oh, ça va, juste 66%, un point de plus, ça va. Ouais. Et en fait, c'est ce côté joueur, des fois ce côté flemmard, que mon coach, il pète un câble et il m'insulte de tous les noms parce que je suis comme ça. Mais sinon travailleur et déterminé. Donc, Danny Dan ou Danny Civil, déterminé dans chacun de mes projets. Donc, voilà, je veux dire que c'est pareil, c'est la même personne. On va faire un petit retour en arrière, Danny, pour comprendre justement comment tu es devenu Danny Dan. Enfant, tu étais comment, toi? C'est quoi le premier rapport au mouvement, à la danse que tu as eu? Enfant, comment j'étais? Ben, en fait, assez curieux. Ouais. Assez curieux, tête de mule, je veux dire, j'ai une dure d'oreille, hein. Je suis Ouais. quelqu'un d'assez avec un fort caractère. T'aimais faire quoi? T'étais déjà attiré par la danse? T'avais d'autres centres Non, d'occupation? je faisais du foot. Je Ouais. faisais du foot en club, c'était ma passion, comme tous les jeunes. Et après, j'ai découvert le breaking grâce à mon cousin. Mhm. Et du coup, après, ben, en fait, j'ai lâché le foot pour le breaking. Et du coup, j'ai découvert une autre facette de moi que je ne connaissais pas. Et le breaking m'a permis de me découvrir, d'être moins timide, Ouais. beaucoup moins timide, et d'aller vers des choses que je ne connais pas, sortir de ma zone de confort. Mhm. Et ensuite d'essayer des choses, pousser ma créativité jusqu'au bout. Et ensuite, ça m'a canalisé aussi dans mon énergie, parce qu'à l'école, j'étais un petit peu turbulent. Donc, dédicace à tous mes profs de collège, lycée. Et un petit peu turbulent. Et du coup, ça m'a un peu canalisé, parce que toute l'énergie que je mettais dans le breaking, Ouais. en fait, pas fatigué, mais j'arrivais à canaliser mon énergie à l'école pour la mettre dans le breaking. Donc, j'étais un peu plus concentré à l'école. Donc, même si je n'étais pas un grand fan de l'école, mais quand même, je suis ressorti avec un diplôme. Donc, je me dis, je sors avec le strict minimum parce que
encore flemmard. Mais mon parcours a fait qu'une fois que j'ai eu mon diplôme, je suis parti à l'armée. Ensuite, j'ai travaillé à la mairie de Paris. Et après, je fais plein de petits boulots qui a fait que je suis resté assidu dans ce truc-là. Je veux savoir, ça m'a mis une directive dans ce que je voulais faire et ce que j'avais envie de faire à côté. Donc, ça m'a permis de garder quand même une stabilité dans ma vie qui fait que c'était assez... comment dire ça? Il y avait du 50-50, assez équilibré en fait. Donc, et je suis assez content de mon parcours depuis maintenant, avec mes bêtises à l'école, mes bêtises hors de l'école, et ma rencontre au breaking, le fait que je suis passé par l'étape de l'armée, et ensuite les grandes structures, l'hôpital, et ainsi de suite. Donc moi, je suis assez fier et content de ça. C'est assez intéressant le fait que tu sois passé par l'armée, parce que moi, j'ai l'image de l'armée où c'est très, très rigide, beaucoup dans les règles, alors que la danse, c'est la liberté, c'est la création. Tu vois, c'est la différence entre les deux. En fait, l'armée m'a appris à me structurer, à avoir un cadre et surtout voilà, respecter le côté hiérarchique. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà, mais en fait, on l'a plus accentué à l'armée. Et je me suis découvert ce truc-là. J'adore les métiers. Bon, en fait, j'ai fait que des métiers en tenue, donc en uniforme. Donc moi, ça me déplaisait pas. Au contraire, j'étais assez content d'être en uniforme avec des collègues. On était tous en uniforme avec des grades et tout ça. Et à l'hôpital aussi, en blouse. Donc j'aimais bien ce côté-là. Donc c'est travailler on travaillait tous dans la même direction. Donc ça m'a toujours plu. Et c'est pour ça que l'équipe de France, ça me plaît encore lorsqu'on était tous en tenue bleu, blanc, rouge. Je trouvais ça beau. Donc, et aussi à la cérémonie d'ouverture, c'est encore une autre dédicace, encore en bleu, et on était tous beaux. Donc ça m'a... C'est une ligne, en fait c'est quelque chose qui ne s'est jamais arrêté en fait dans ma vie. Donc, que ce soit à la mairie, à l'hôpital, à l'armée, c'est toujours en uniforme. C'est intéressant là, tout ce que tu me dis, parce que moi je présente une émission sur le MMA. Bon, je sais pas si ça te parle un peu cette discipline ou si tu suis un petit peu, mais il y a beaucoup de combattants qui me confient qu'ils ne montent pas seuls dans la cage. Tu vois, qu'ils emmènent aussi toute leur histoire, leurs blessures, leur vécu personnel, leur combat de vie. Est-ce que toi aussi, quand tu danses, tu n'es pas seul et t'emmènes toute cette histoire, tout ce que tu as vécu avec toi sur le flanc? Oui, en fait, quand je danse, je raconte une histoire. Ça veut dire que les personnes qui m'ont connu, qui savent que tel mouvement, ça vient de telle culture, ben, en fait, ils vont le savoir. Et moi, je m'inspire de tout ce qui a été autour de moi, mes enfants, ma mère, mes frères, cousins, cousines, vraiment tout, meilleurs amis. Et un mouvement peut être un mouvement simple de la vie, peut être un mouvement en danse, qu'on peut le ramener en danse. Et j'essaie de ramener tout ça, tous ces instruments-là, dans ma personnalité, qui fait que quand je le fais, en fait, je le vis parce qu'en fait, je raconte à chaque fois quelque chose de quelqu'un ou d'un moment qu'on a vécu ou de quelque chose. Donc, c'est ce qui fait mon originalité et qui fait que je suis reconnu dans le breaking par rapport à ça. Et après, ma vitesse d'explosion. En fait, je suis assez explosif. Donc, je suis assez explosif. J'ai un rapport avec la musique qui est assez particulier. Le fait de tout le temps sourire, prendre plaisir et aussi l'équipe qui est autour de moi, qui m'ont aidé à performer, à me rapprocher de mon 100% en termes de capacité. Et ça, c'est ce qui m'a plu le plus, c'est de me sentir entouré. Donc, je peux donner un exemple. À un moment donné, 5 ou 6 semaines avant les Jeux, rupture ligament de la cheville, donc kiné, médecin. Tu te dis que c'est mort à ce moment-là, toi tu te dis non, je me suis dit c'est pas mort. Non, je me suis jamais dit, de moment de doute, jamais de moment où tu te dis ça va peut-être. J'ai eu un moment de doute quand j'ai fait la radio et que j'ai vu mon docteur, que j'appelle docteur Popo, dédicace, et qui a fait regardez la fait comme ça, la fait. Bon, il y a 5 ou 6 semaines de travail, ça c'était juste avant les Jeux. Donc je me suis blessé exactement le 2 juin. Et les Jeux, c'était la cérémonie d'ouverture le 24. Et ils m'ont mon épreuve le 10. Donc, waouh. Donc là, je suis comme ça. Donc, premier athlète qualifié au jeu, potentiel médaillable. Tout ça, le stress commence à arriver, à monter. Je voyais mes autres partenaires en fait, se qualifier, progresser, s'entraîner à travers les réseaux sociaux. Et j'étais là, ouf, ok, maintenant, il faut que tu bloques tout et tu te concentres uniquement sur ta cheville. Donc, j'ai fait 6 semaines de prépa
physique, mentale avec ma famille, parce que j'ai eu des moments de doute même avec une botte et que ça guérissait, il y avait une évolution, mais le fait de ne pas pouvoir s'entraîner 6 semaines avant les Jeux, bah, c'était compliqué et c'était dur. Donc l'équipe autour de moi, ils ont tout fait. Ils m'ont reconnecté mon cerveau et mon corps. Et puis après, juste avant les Jeux, je suis parti à Bordeaux chez mon coach, mon coach perso, Rémi Chi. Et juste avant la cérémonie d'ouverture ou juste avant ton Avant épreuve? et après. Avant et après. D'accord. Avant la cérémonie d'ouverture et pendant les Jeux. D'accord. Pendant les Jeux, je suis parti à Bordeaux. J'ai pris un billet de train, je suis parti. J'ai dit à l'équipe de France, ouais, j'avais besoin de m'excentrer. Je suis parti à Bordeaux 4-5 jours. Ouais. Et tu suivais en même temps ce qui se passait, les épreuves, les trucs pour te mettre toujours, aussi dedans Toujours, ouais. Parce qu'en fait, avec les athlètes, vu qu'on se côtoyait à l'INSEP, en fait, ça devient une famille. Ça devient une famille, donc on s'encourageait. Et moi, j'avais envie qu'ils gagnent, qu'ils remportent des médailles, surtout que c'était en France. J'avais envie que la France fasse de beaux résultats et surtout ramène le maximum de médailles. Donc ça, j'avais cette envie-là. Donc j'étais avec les athlètes français. Donc, avec Omar, on a fait un travail mental pour me reconnecter parce qu'en fait, même si ton pied est guéri, vu que tu ne l'as pas utilisé, ben, tu as peur de te reblesser, donc tu ne te donnes pas à fond dessus. Tu as toujours une crainte que ça ressaute ou quoi ou qu'est-ce. Donc, moi, mon cerveau, on l'a reconnecté avec mon corps, que je puisse reprendre les mouvements comme d'habitude, mes habitudes, mes appuis normaux, et ensuite rebalancer ma danse que j'ai l'habitude de faire. D'ailleurs, on va dire, avant ma blessure, bah, je faisais des accros et je n'ai pas fait d'accro jusqu'à la finale. Et à la finale, j'ai refait d'accro et je n'étais pas sûr. Je n'étais pas sûr de pouvoir faire un accro, un salto. Et du coup, je l'ai fait. J'ai vu que c'est passé. Ça m'a mis en confiance directe. Ça m'a mis dans le jeu en fait, pour la finale. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est assez dingue de te dire que tu n'étais pas sûr. Donc en fait, au moment où tu le tentes, c'est juste parce que c'est dans le truc et tu ne te poses même pas la question. Quand même, tu te dis, bon, je vais le tenter, mais ça peut ne pas passer. Je me suis dit, ça passe ou ça casse. Je me suis dit, ça passe ou ça casse. Et du coup, j'ai tenté, j'ai atterri, j'ai fait mon freeze derrière. Et j'ai fait, ah ouais, c'est passé. Et je regardais mon coach. Quand j'ai fait le tour, je regardais mon coach. Je le regardais comme ça. Et lui, il était là. Oh et moi, j'étais dans l'euphorie. Et surtout avec le public. Magnifique public. Ouais, on va parler des gens en détail tous les deux. Dany, on va d'ailleurs se mettre un peu on va se mettre bien avec Dany. On a des petites fraises tagada. Je sais que tu aimes ça. Donc voilà, on s'est dit, on est gourmand. Moi, je suis gourmand, toi aussi. Donc je vais en prendre une. Je vais éviter les bruits de bouche en posant les questions, bien sûr. Donc je vais poser ma question avant d'avaler cette fraise tagada. Qu'est-ce que représentent les Jeux pour un b-boy? On sait que c'est une discipline qui a intégré le programme olympique. C'est pas l'essence même de la discipline. Les Jeux, c'est pas du tout le Graal dans le break. C'est pas vraiment dans la culture. Qu'est-ce que ça représentait pour toi et pour l'ensemble des b-boys et des big girls? En fait, pour moi, les Jeux, c'était une consécration. Vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on n'a jamais vécu, et surtout représenter un pays. Surtout parce qu'on a l'habitude de représenter notre pays et dans d'autres compétitions qui est moins mise en lumière, avec des médias qui sont comment dire, dans la culture underground du breaking. Spécialisé vraiment et pas généraliste. C'est ça. Et vu que là, c'est les JO, en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui vont regarder et qui vont apprendre ce que c'est que les JO, qui vont découvrir plus ou moins. Parce que le breaking, il y a pas mal de critères, de choses à savoir pour comprendre les critères de jugement, de sélection, la musique, pourquoi. Et pendant les Jeux, en fait, des fois, ils voyaient lever les mains, ils voyaient crier, ils ne savaient pas pourquoi. Donc, c'est tout ça, en fait, c'est la découverte d'un sport. Éduquer les gens à cette discipline. C'est ça. Et après, malheureusement, on n'est pas en 2028, mais peut-être 2032. C'est un regret, ça, de ne pas être... toi, comment tu l'as vécu de disputer les Jeux à Paris, qu'à Los Angeles, on le sait, les États-Unis, c'est le berceau du break. De ne pas être présent à Los Angeles, c'est une déception, une frustration? Oui, c'est une déception parce qu'en fait, le breaking vient des Jeux. Et après, c'est chaque pays qui rajoute leur sport additionnel. Donc, je me suis dit, bon, ça va nous laisser 8 ans pour 2032. Donc, se préparer, se structurer un peu plus, que ce soit plus solide. Et ensuite, promotionner un peu plus le breaking. Après, il y a les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026. Donc, ça met encore un petit truc. Sénégal, c'est ça? C'est au Sénégal, c'est ça. Donc, ça laisse encore un petit truc aussi, les erreurs qu'on a fait pour les Jeux Olympiques.
qu'on puisse pas le faire pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, et ensuite travailler, voilà, travailler pour que ça puisse progresser. Et ensuite, quelques années plus tard, on espère, on croise les doigts, 2032 au Sénégal, que le breaking puisse faire son retour et ensuite que la nouvelle génération puisse surtout vivre l'expérience d'athlète, l'expérience des Jeux, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je l'ai vécu super bien parce que en plus, c'était à la maison. C'était cerise sur le gâteau avec la médaille. Bien sûr. Les planètes étaient presque alignées pour moi. Donc, c'était une expérience très, très, très dure, mais très. Je suis heureux de l'avoir vécu. Et c'est surtout, c'est pas que les jeux, c'est l'avant, la qualification, la préparation, les galères, la blessure. Voilà, c'est les sponsors, le fait que je me suis entouré, mon agent, c'est tout ça en fait, c'est toute cette période qui m'a plu en fait. C'est pas juste que les jeux. Après les jeux, c'est les jeux. C'est une fois qu'on est sur place, ben, en fait, on se rend compte que il y a tout un pays qui est derrière nous et que... Et même le monde entier a les yeux rivés sur cet événement. C'est pour ça que je me suis dit, pour les Jeux, sois juste toi, tu as travaillé tu as travaillé avec beaucoup d'heures, tu as beaucoup d'heures dans les pattes, tu as un kilométrage qui est excessif, qui est vraiment volumineux, qui est qualitatif, il faut que tu le mettes en avant. Donc c'est ce que je me suis dit. Et j'ai pris exemple sur d'autres athlètes, donc judo, la détermination, Benjamin. Quand tu dis tu as pris exemple, tu as discuté avec des judokas, J'ai discuté avec eux et le fait de les fréquenter à l'INSEP, en fait, on devient pote et quand on les voit sur le tatami ou on les voit en train en pleine compétition, on voit dans les yeux, moi je vois dans les yeux la grinta. Ouais. Et je me dis, en fait, c'est cette grinta-là, il faut que j'active quand je serai moins sur scène. Et il faut que je l'active moi à ma manière. Je dois montrer que je suis un athlète, mais un artiste, que tout ce que je fais, en fait, que ça soit beau, ça a l'air facile, mais qu'il y a des heures et des heures d'entraînement derrière. Et ça, c'est mon objectif. Et ça, là, cette grinta-là, on le retrouve que quand les sportifs sont dans leur sport. Et ça m'a plu, ça m'a donné ça m'a fait un petit truc au ventre. Je me suis dit, c'est ça. Donc que ça soit en escrime, en basket, j'ai regardé pas mal de sports. J'ai pas pu tout regarder parce que moi aussi j'avais des protocoles, mais j'étais avec tous les athlètes, tous les sports derrière ma télé, surtout à l'INSEP avec l'écran géant. On était là entre athlètes en train de se booster. Il y en a qui se préparaient pour leur épreuve et ça c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Alors ça booste, comme tu l'as dit évidemment, mais est-ce que ça met pas un petit peu de pression? Toi, tu as disputé ton épreuve tout à la fin des Jeux, de voir les autres amener des médailles. Alors même si c'était pote et tout, te dire bon ok, lui il a fait médaille, lui il a fait médaille, lui il a fait médaille, et te dire bon, moi je dois encore patienter, de voir tout le monde ramener des médailles, de n'importe quel métal, hein, mais est-ce que toi ça t'a un peu rajouté une petite pression en te disant faut que je performe aussi quoi, pour faire partie de la famille? Si, ça rajoute de la pression. D'ailleurs, c'est la première médaille qui m'a mis un coup de pression. Ouais. En judo. Et waouh, les jeux commencent direct, un coup de pression direct d'entrée. Et du coup, j'étais là, ok, maintenant il faut que je gère la pression. Parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'on me mettait dans une marmite et qu'on me faisait cuire à petit feu. Parce qu'en fait, moi, mon épreuve, c'était l'avant-dernier jour. Bien sûr. Et du coup, je me suis dit, je dois canaliser mon énergie, mes entraînements tout doucement, je prenais les choses tout doucement. Et c'est pour ça, juste après la cérémonie d'ouverture, je suis parti à Bordeaux, je me suis coupé, je me suis isolé avec mon coach. Et là, on s'est entraîné tranquillement. Il a su canaliser mon énergie, qui fait que quand je suis revenu à l'INSEP, au camp de base, en fait, je suis revenu avec la grinta et en fait, ma grinta faisait que de monter jusqu'à l'arrivée au jeu. Et tu sais, on a eu beaucoup évidemment de médailles olympiques et paralympiques d'ailleurs dans ce canapé. Et à chaque fois que je leur demande leur meilleur souvenir des Jeux, c'est souvent la cérémonie d'ouverture qui revient. Parce que toi aussi, ça reste peut-être l'un de tes souvenirs les plus marquants d'avoir vécu cette cérémonie d'ouverture de l'intérieur. En fait, il y a beaucoup de moments. Il y a beaucoup de moments qui m'ont marqué. Bon, malheureusement, on a eu la pluie ce jour-là. Mais ça a même rajouté un petit truc. Moi, je l'ai vécu devant ma télé, évidemment. Mais
Je trouve que la pluie, ça a rajouté un petit côté C'était dramatique un peu, mais tu vois, dans le bon sens du terme, à cette C'était- cérémonie. c'était génial parce que la cérémonie d'ouverture, j'étais là, j'étais comme un enfant, je me suis dit, tu vas à Disneyland. Ouais. Tu as 7 ans, tu vas à Disneyland et tu es là, waouh. Et j'étais ça. Et j'étais avec plein d'athlètes et j'étais là, waouh, c'est extraordinaire. Tu te rappelles qu'il y avait autour de toi comme athlète dans le Ben, bateau? je suis resté avec Carlotta, Ouais. Laguette, et j'étais avec qui d'autre encore on était 167, je crois, Ouais. ou 147, et je me rappelle plus parce qu'en fait, je bougeais partout. Mm. Avec l'athlé, j'ai bougé. En fait, j'ai bougé, on n'a fait que bouger. Un petit groupe là, on discutait là, après ça partait ici, après on discutait. En fait, c'était tellement bonne ambiance, Ouais. convivial, que en fait, on restait pas tous à un seul endroit. Et c'était top. Donc, Il y a un moment qui t'a marqué particulièrement dans cette cérémonie, je sais pas, Zidane, Nadal, Céline Dion, est-ce qu'il y a eu un moment où vraiment tu t'es dit waouh? ouais, sur le bateau, une fois qu'on est Ouais. passé sur le pont d'Alma, Ouais. là, c'était génial parce que je suis resté vraiment comme ça. J'ai vu le public, il y avait des personnes sur des toits. Je me suis dit, waouh, je me dis, c'est fou. Mais je veux dire, c'est un moment, c'est quand je suis revenu avec la médaille pour la présenter rappelle-moi le mot, au Club France. Ah oui, pardon. Au Club France. Oui, j'y ai passé tout l'été, donc j'ai pas oublié, t'inquiète pas. Au Club France, c'était vraiment génial. Ouais. Parce que je suis passé juste avant, parce que j'étais dans le public, les gens m'ont pas reconnu. Mm. Et ensuite, je suis revenu, quand je suis revenu, c'était sur le podium avec ma médaille. Ouais. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était waouh, parce qu'en fait, la ferveur qu'ils nous ont donné, comment ils nous ont poussé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc après, le village, en fait, j'ai trop de moments. J'ai Mais trop ouais, de moments. c'est clair. J'ai trop Le de village, moments, c'est comment alors? Tiens, raconte-moi un peu, parce que nous, on a ce truc, quand on est journaliste ou même le grand public, hein, on pense au village olympique, c'est un peu un lieu mythique, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que toi, tu as fait des rencontres un peu insolites avec, je sais pas, des athlètes d'autres nations? Comment ça s'est passé? C'est sûr, en fait, j'ai rencontré pas mal d'athlètes. Et après, il y a les échanges de pins. Ouais. Il y en a un, on a échangé les maillots, carrément. J'ai donné un maillot d'équipe de France, il m'a donné son maillot. Et ça, c'était génial parce qu'en fait, c'est vraiment convivial. Tout est mis en place pour que tout le monde puisse se rencontrer. Et c'est génial, on mange tous à la même endroit à la cafétéria, le matin, le midi. En fait, c'est ouvert tout le temps. Et en fait, tu peux échanger et manger avec les personnes de peu importe le sport. Et ça, c'est cool. Donc, échange de contacts, prise de photos, c'était vraiment génial. Donc, je me suis dit, OK, les JO, c'est ça. Le village olympique, c'est ça. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais de m'être qualifié et de vivre cet instant. Et surtout de représenter la France. Donc, j'ai tout réalisé. Et je me suis dit, waouh, dans quelques jours, mes 3 ans de préparation, en fait, ça va se terminer là. Donc, je me dis, il faut que tu restes focus, il faut que tu te focalises sur ça et que ta prestation, il faut qu'elle soit énormissime. Et c'est ce que moi je me suis dit. Je ne suis pas trop sorti. D'ailleurs, j'avais ramené ma console. J'ai ramené ma console. Ouais, toi, et je me suis geeks dit, beaucoup, toi? Ouais, je geek Ouais. beaucoup, ouais. Et j'ai ramené ma console avec mes amis proches. Et on s'est dit, moi je me suis dit, au lieu d'aller me promener, me balader, une fois que j'ai fait mes protocoles avec l'équipe de France, en chambre, tac, j'appelle mes potes Ok. et on joue aux FIFA, jeux vidéo. non? FIFA, ouais. ouais. Quelle équipe sur FIFA? PSG. PSG, évidemment. Après, on est beaucoup en club pro, donc on a créé nos clubs avec nos persos Ok. et on s'amuse des heures et des heures. Donc c'est ce qui m'a permis aussi de canaliser mon énergie, pas trop sortir ou. Ouais, tu as réussi à d'être- trouver un juste équilibre, ne pas trop, enfin, vivre pleinement l'aventure olympique sans trop t'éparpiller non Voilà, plus, c'est pour ça. conserver de. Après, beaucoup d'appels avec mon coach pour Ouais. la ligne de conduite. Moi, je regarde pas mal de séries, donc j'étais à fond dedans. Donc c'était dans ma chambre tranquille, séance d'entraînement, de prépa physique. Sauna, bain froid, je revenais tranquillement dans ma chambre et c'était vraiment la stratégie en fait pour rester focus pour les Jeux. Tu nous as beaucoup parlé de ton coach depuis le début de l'émission. On va en parler un peu plus en détail. Omar Remichi, B-Boy Chacal. C'est ça. Il y a une aventure, une histoire extraordinaire quand on parle de tous les deux, parce que il faut préciser à nos téléspectateurs qu'avant d'être ton coach, B-Boy Chacal, Omar Remichi était ton adversaire. C'est ça. Raconte-nous un petit peu comment on passe d'adversaire à coach. Mais en fait, c'est Omar Remichi, c'est B-Boy Chacal, c'est quelqu'un un bon danseur. Un bon danseur, en fait, lorsqu'on est B-Boy Breaker, on arrive à voir qui sera les personnes qui vont
qui vont nous poser des difficultés Ouais. dans les compétitions. Et du coup, lui, je l'avais déjà ciblé et il m'avait déjà ciblé en fait. Donc on était dans 2 groupes différents et en fait, on ne s'était jamais rencontrés. On s'est rencontrés une fois. Avec son groupe, c'était ce qu'on appelle une Dream Team. C'est des groupes de danseurs qui ne sont pas dans le même groupe. Et moi, j'étais dans un autre groupe avec d'autres groupes de danseurs. Donc on s'est rencontrés, on s'est affrontés, on a rigolé. Et moi, j'avais perdu. Mais il y a eu une telle animosité, mais avec respect, qui fait que j'étais obligé de lui donner son respect et lui versa. Et après, une fois qu'on est rentré dans le milieu olympique, ben, en fait, une fois qu'il a pris le poste d'entraîneur national, Ouais. ben, en fait, vu qu'il m'avait déjà étudié en tant que danseur, il connaissait moi mes défauts, il savait ce qui moi pouvait me faire augmenter mon potentiel et ma stratégie de battle. En fait, il ne savait pas encore comment moi ma stratégie de battle comment elle était. Donc avec les entraînements, on a échangé, on a pas mal échangé, on a vu qu'on a eu beaucoup de points en commun ensemble. Entre danseurs, ça se voyait, mais une fois qu'on met des mots là-dessus, on échange autour d'un café, ben en fait, ça, c'est devenu naturel. Et en fait, on parlait le même langage en tant que danseur sur la musique, notre rapport avec la musique. Lui, il joue, il est musicien aussi. Des fois, il mettait des instrus, il jouait du tam-tam dessus, et moi, je dansais par-dessus. Donc, on arrivait à se connecter là-dessus. Et il m'a ouvert l'esprit sur ma marque de fabrique qui est la musicalité, mon rapport avec la musique qui est prononcé. Là, il a beaucoup accentué ça, mais aussi qui m'a fait travailler mes lacunes. Tout ce qui ou là où je marquais pas beaucoup de points. Mais en fait, on a augmenté les dosages et la stratégie de battle. Donc ça a fonctionné tout de suite. Directement, j'ai été champion d'Europe. Ma première médaille, c'était avec lui. Et ensuite, on a continué à empiler les médailles comme ça, on a empilé les médailles. Donc ça, c'était avec lui en tant que coach. Donc 5 médailles en une année. C'est parfait, plus la qualification au jeu. Et avec sous son aile encore. Et là, c'est devenu mon coach personnel. Et sous son aile, et on a fait la médaille d'argent. Mais tu sais quoi, je vais te faire une petite confidence. J'ai eu au téléphone Omar Rémichi, on a discuté pendant près d'une heure. Franchement, un super gars, hyper intéressant, passionné de breaking. Et il m'a beaucoup parlé de toi et il m'a donné une anecdote que je voulais te ressortir et tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Dany, il m'a parlé d'un livre qui vous relie tous les deux, un livre où il y est inscrit tous les mouvements, tous tes mouvements. Ouais, vous avez appelé entre vous la Bible. C'est ça. Alors raconte-moi un peu ce qui se cache derrière cette histoire-là. Remets-nous un peu dans le contexte. Il a parlé de la Bible. En fait, moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai mon carnet. Ouais. J'ai tellement d'idées que je note les idées. Okay. Et en fait, c'est des idées de mouvement, c'est des idées de musique, c'est des idées de mouvement. D'accord. Ouais. Des idées de mouvement. Où, quand je vois quelqu'un ou quelque chose m'inspirer, en fait, je note. Et une fois que j'arrive à l'entraînement, en fait, je le travaille, je le modifie. Et une fois que je l'ai motivé, en fait, je lui donne un autre nom. Parce qu'en fait, ça n'a plus donné la même, le nom original de cette personne ou de ce concept. Donc, je le notais. Et en fait, chaque compétition, je l'ai depuis 2021. Et en fait, j'ai mis toutes mes compétitions, je marque le titre du battle que je vais faire et avec ma ligne de conduite. De 2021 jusqu'à 2024. Incroyable. Ouais. Et tu as tenu jusque-là, à chaque fois. Jusque-là. Et elle a souffert. Elle est passée dans des pays. La couverture, elle a sauté. En fait, elle a sauté le jour des Jeux. Voilà. C'est ce que m'a dit Omar. Elle a sauté dingue. La couverture a sauté le jour des Jeux. Donc, il m'a dit, Dany, c'est un signe. Je fais, on se calme. Et du coup, on a appelé ce carnet, on a appelé la Bible. Parce que lui, il est musulman, moi chrétien. Et du coup, je lui dis, ça, c'est pas le Coran, ça, c'est la Bible, parce que je suis chrétien. Et en fait, on a un second degré qui est tellement poussé entre nous deux. Et ça, c'est resté entre nous. Et du coup, après les Jeux, en fait, je l'ai donné la Bible. Tu es reparti avec la médaille et tu lui as dit, tiens, tu lui as donné l'autre partie. C'est une histoire qu'on a écrite ensemble. C'est 4 ans d'écriture, 4 ans de battle, et il y a tout dedans. Il y a tous les mouvements dont je ne me rappelle plus, tous les mouvements qui étaient en élaboration, tous les mouvements qui étaient finis, et tous les mouvements qu'on a créés ensemble. Il y a tout, vraiment tout dedans. Il y a même des projets que je devais faire en parallèle à côté qui n'a rien à voir avec la danse, où j'avais mes débuts de contact avec les sponsors, où je notais un petit peu avant que mon manager prenne le relais. En fait, je notais, ouais, ok, d'accord, ça fait tant. Il y a tout dedans. Donc ce livre, il n'y a que toi et Omar qui avez lu ce qu'il y avait dedans. Dans ma vie, il y a 3 personnes qui ont touché ce livre. Il y a Omar, il y a moi, et il y a mon prépa physique. D'accord. Mélissa,
qui est elle qui a pu le toucher, l'ouvrir, le lire. Et c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment mon carnet perso. Et aujourd'hui, je l'ai offert et je suis assez content, je suis assez fier de cette Bible. En tout cas, si tu cherches quelqu'un pour écrire un bouquin sur toi, contacte tout de suite Omar, parce que je peux te dire vraiment, il m'a parlé de toi pendant 1 heure et on sentait la passion dans ses propos et on sent qu'il y a vraiment une relation hyper fraternelle entre vous. Oui, c'est ça. C'est une personne qui a pu me remonter quand moi j'étais dans le bas et surtout dans des moments, parce qu'en fait, il sait que je danse avec l'envie. Et des moments, on a fait des entraînements d'1h30 que de vidéos. Ça veut dire on s'est posé, comme on s'est posé là, avec une tablette, 2 cafés, et on a discuté. Ouais. Et en fait, ça, c'est juste, il a activé la grinta dans ma tête, en fait. Et je me suis dit, waouh, c'est fort, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de danser. Et du coup, juste en discutant, il m'a redonné envie de danser. On a ressorti la Bible, on a écrit une stratégie, qu'on n'a pas tenue d'ailleurs, parce qu'en fait, moi, c'est ça mon problème. J'ai une ligne de conduite, je ne la respecte pas, mais quand même, il y a des choses qui reviennent. Et il sait comment je fonctionne, donc il sait qu'il me rappelle les mouvements. Ok, t'as pas fait ça, t'as fait ça, t'as pas fait ça. Ok, il reste ça. Et du coup, c'est fou, parce qu'en fait, il se rappelle exactement. Il a tellement vu, il a tellement lu, qu'en fait, il connaît ma ligne de conduite, il sait ce que j'ai fait. Et il sait dans les moments où je suis un petit peu dans le doute, il sait quand je suis on fire. Et du coup, ça, cette stratégie-là, en fait, je ne l'ai pas trouvée ailleurs. Et du coup, c'est avec lui qu'on a trouvé ce truc-là. Il sait quoi me dire, il sait dire ce qui je dois entendre, et surtout que ce soit bon ou pas bon. Des fois, il me dit, ouais, Dani, t'es vieux, t'es nul. Je dis, quoi, moi, je suis nul. Et du coup, je le montrais. Et ça me donnait un peu plus de force. Et j'allais. Et la personne qui me disait, ouais, Dani, ça va être dur contre lui, je ne pense pas que tu vas gagner, mais je pense que tu peux l'accrocher. Je lui dis, moi, je vais l'accrocher. Moi, je ne suis pas un suiveur. Et du coup, j'allais et je gagnais la personne. Et je lui dis, c'est la dernière fois que tu dis que je vais perdre contre telle personne. Et en fait, c'est ce jeu-là. Ouais. C'est que lui, il jouait vraiment avec tu n'es pas capable de faire. Je dis, moi, je ne suis pas capable. En fait, il y a la fierté. Il s'est activé un truc chez toi voilà, qui te donnait. Ça. Il joue à la fierté. Donc, je me dis, moi j'y vais. Et je lui montrais, je lui disais, hey, respecte-moi, respecte mon statut, respecte le vieux que je suis. Et du coup, je le montrais sur scène que j'étais tranquille. Et même des fois, on se faisait des vannes entre chaque round. Ouais. Et dès que je le regardais, en fait, je me manquais de lui. En fait. Donc, il m'avait dit que je n'allais pas réussir à faire ce mouvement. Et du coup, dès que je réussissais, dès que je terminais, bah oui. Et du coup, c'était un jeu entre nous. Ouais, exactement. C'est un petit jeu entre nous. Donc, ça rajoutait du piment, pour moi, de la saveur que les gens ne voyaient pas forcément, mais que lui et moi, on avait cette connexion-là. Des fois, il ne se mettait pas en face de moi, il se mettait derrière mon adversaire. Ouais. Et comme ça, je n'avais pas besoin de me retourner et je regardais juste derrière mon adversaire. Ouais. Et tu avais l'impression que je regardais mon adversaire, mais en fait, je regardais juste mon coach et il me disait, monte un petit peu le niveau. Il me dit, prends-le tranquille. Je suis là, ok, si je suis en tranquille, je suis en balade de Thalasso, donc je suis en pirogue, je suis là tranquille. Et c'était notre stratégie. Donc, on arrivait à se comprendre sans même parler. Et ça, c'était top. On a tellement travaillé ensemble que ce côté athlète-coach, mais en fait, c'est un truc, vraiment, c'est une symbiose. En fait. C'est soit on est connecté, ou soit on va se prendre la tête ou pas se comprendre. Et ça peut créer une zizanie entre l'athlète et coach. Et quand tu lui as annoncé après les Jeux, tu es allé le voir, tu lui as dit, écoute Omar, moi, là, je ne vais pas dire la flamme s'éteint, hein, parce que c'est pas ça, mais j'ai moins envie de danser, je vais peut-être pas retourner à l'entraînement, ça va être compliqué, j'arrête un peu les compètes. Est-ce qu'il l'a entendu tout de suite? Il t'a dit, ok, moi Dani, il n'y a pas de souci avec ça? Est-ce qu'il a eu un peu de mal à le comprendre, à le conscientiser? Non, en fait, il m'a dit, ouais, Dani, je comprends, avec tout ce que tu as fait, ça fait 21 ans que tu es sur le bitume, que tu danses, que tu représentes la France, que tu tapes avec toute la planète, que je participe au concours, des victoires, des défaites, que je progresse. Et tout ça, après, il m'a dit, bon, prends une pause, et après, on revient à l'entraînement tranquille. Mais des fois, il m'appelle, ouais, Dani, un battle, on essaie de... Je dis, hey, laisse-moi tranquille. Il tente quand même, parce qu'il sait que c'est en m'appelant, en m'initiant dans des entraînements, en m'invitant dans des entraînements, que je vais peut-être reprendre ce truc-là. Et en fait, là, je lui dis, Omar, là, vraiment, j'ai doublé. Oui, puis c'est peut-être aussi, je me mets un peu à sa place, mais étant donné que vous avez créé une relation hyper fusionnelle, fraternelle, comme tu le disais, le fait de ne plus vraiment être ton coach, étant donné que tu t'entraînes moins, enfin quasiment plus, et que tu fais plus de compètes, il a dû faire aussi le deuil un peu de ça finalement, de cette relation qui a été très très forte avant les Jeux, pendant les Jeux, non, mais qui est peut-être un peu moins intense.
Non, on a encore ce truc-là. C'est-à-dire, quand on est en entraînement, on fonctionne comme si. C'est encore mon coach, on échange, on a gardé la même stratégie d'entraînement, de kiff. Et vous voyez un peu moins, non? Forcément, non, qu'avant les jeux, On quand il y a s'appelle la presque tous les préparation. jours. Non, mais en physique. En physique, voilà, on se voit un peu moins parce que moi, je suis un peu plus à gauche, à droite avec la tournée olympique, avec moi mes projets, avec mes sollicitations. On se voit un peu moins, mais quand on se voit, c'est comme si on s'était pas perdu de vue en fait. Et on s'envoie des vidéos tout le temps. On s'appelle tous les jours. On a des projets ensemble. En fait, on n'a pas perdu ce truc-là. Et une fois qu'on est à la salle ensemble, c'est comme si on n'avait pas perdu ce truc-là. Et on a la même vision de la danse. On est plutôt d'accord sur pas mal de choses. Oui. Et ça, il manque juste physiquement. Mais après, tout ce qui est appel téléphonique, vidéo, en échange, ça, c'est pas perdu. Donc, je veux dire que j'ai pas perdu un coach, mais j'ai gagné un très, très grand ami. Ouais, c'est beau ça. On va parler en détail évidemment des jeux. Alors on n'aura pas le temps de tout décrypter ton tournoi olympique évidemment, à moins que tu veuilles rester pendant 3-4 heures dans ce canapé, hein. C'est vrai qu'on est plutôt bien. Mais est-ce que toi tu as ressenti, Dany, un moment dans ce tournoi olympique de bascule? Un moment où tu t'es dit, ok, là je peux aller la chercher cette médaille d'or. Là, c'est ma compétition. En fait, non, parce qu'en fait, d'entrée, je m'étais dit, C'était ton c'est aujourd'hui. mindset. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est là que tu dois être prêt, parce que tu t'es qualifié un an avant. Potentiel médaillable. J'ai fait plein de plateaux télé où on me disait, ouais, tu vas faire une médaille, tu vas faire une médaille. Et moi, je me suis dit, c'est aujourd'hui que je dois prouver. Omar, il m'a attrapé par l'épaule. Il m'a dit, Dany, c'est maintenant qu'il faut que tu montres à la France. C'est maintenant. Ça, c'était avant ton entrée en lice, hein, avant les phases de groupe. Ouais, il m'a dit, Dany, c'est maintenant qu'il faut qu'on montre à la France. J'ai dit, ok, on y va. Et du coup, il a sorti le carnet. Il y a ce qu'on appelle les ombres chinoises. Ça veut dire qu'il me dit ce que je vais faire et moi, je les mime. Ça veut dire que je suis debout comme ça, je suis face à lui. Et là, on a le contact, Wi-Fi, les yeux dans les yeux. Et du coup, moi, je mime les gestes. Donc, il peut avoir mes adversaires, mais ils ne savent pas ce que je fais. Donc, ils sont là comme ça, je fais ça, comme ça. Mais ça a l'air d'être, c'est bête. Hein, oui, si on vous voit comme ça, dans un regard extérieur, on se dit, mais ils font quoi? Et du coup, tu me vois comme ça, tu me vois tourner, tu me vois… Et ça, c'est ce contact-là, c'est quand on revoit la ligne de conduite. D'ailleurs, que je ne respecte pas, mais on revoit la ligne de conduite. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Et à chaque fois, à chaque tour, il me disait… Ouais, sois moins précipité, prends plus le temps, amuse-toi. Dany, amuse-toi, tu sais faire, tu sais le faire. Et le fait de me dire tu sais le faire, moi je sais que je sais le faire. Ouais. Mais le fait de l'entendre, en fait, j'imprime mieux l'information. Et du coup, je prends plus le temps de m'amuser, de sourire, de respirer. Parce que souvent, quand on est en compétition, du moins moi, mon problème, c'est que j'étais en apnée. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai un bon cardio. Mais le fait d'être en apnée, en fait, ça réduit, je redescends plus vite en termes de cardio. Et il me dit, respire. Il me dit, respire, tu ne fais pas de la natation, respire. Et du coup, dès que je faisais un mouvement, en fait, j'ai appris à respirer. Mon prépa physique, mon kiné m'a appris à respirer. Et du coup, c'est un travail que j'ai fait en amont, qui est devenu naturel. Et pendant l'effort, respirer, savoir à quel moment on va respirer, même quand on est moins lucide, en fait, automatiquement, vu qu'on a tellement travaillé ça que… le cerveau envoie l'information, respire. Sans même qu'on se dise, il faut qu'on le fasse. Et ça le fait tout seul. Mais le fait qu'il me parle, qu'il soit derrière moi, et qu'il me dise, qu'il me dit, Dany, n'oublie pas, tu viens de loin. Ouais. C'est-à-dire qu'il m'a rappelé tout le chemin parcouru, depuis la Guyane jusqu'à là, les embûches, la blessure, ceux qui n'ont pas cru en moi, ceux qui ont cru en moi, toutes les personnes qui parlaient. Et surtout, je m'étais dit aussi, ça me fait sourire. Et il ne va pas s'en souvenir, mais il m'a dit, hey, s'il te plaît, fais pas un flop pour que les médias puissent parler. Parce en Mondovision. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, il y avait déjà eu le phénomène… avec l'Australienne. Oui. Il m'a dit, s'il te plaît. Sauve-nous. S'il te plaît, vas-y, fais-le, s'il te plaît. Et j'ai dit, bon, vas-y, on va y aller. Ouais. Et ça, c'était en second degré, parce qu'il sait que moi, le second degré, j'y vais. Ouais. Ah ouais, j'y vais. Ça marche dans tous les moments, toi, le second degré. Même avant pas avec tout le monde, de rentrer dans une compétition olympique. Ah oui, pas avec tout le monde. Ouais. Pas avec tout le monde, parce qu'en fait, je suis tellement concentré. Et en fait, il sait à quel moment il faut le faire. Ouais. Et des fois, après, je l'envoie balader. Hein.
je le vois balader, mais il revient dans la foulée parce que on avait activé le mode compétition et du coup, lui, il savait ce qu'il fallait faire et moi, je savais ce qu'il fallait que je fasse. On va faire un petit saut dans le temps, en tout cas dans ce tournoi olympique, on rappelle. Donc, la phase de groupe, tu étais dans le groupe B avec Kuzia l'Ukrainien, Giatak l'Australien et puis Phil Wizard que tu rencontreras plus tard en finale le Canadien. Donc, tu arrives à passer ce groupe. Ensuite, en quart de finale, tu bats l'Américain Jeffro. On va s'intéresser aux demi-finales. Voilà, demi-finale, on sait que c'est très important. Si tu passes, tu es assuré d'une médaille. Si tu ne passes pas, c'est beaucoup plus compliqué forcément. Ton adversaire, c'est encore un Américain, Victor, le champion du monde en titre. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que justement, tu te fais la même réflexion que je viens de te dire, où tu te dis, là, c'est la battle qu'il faut gagner parce que si je la remporte, c'est une médaille assurée? Ou est-ce que tu es dans un autre mindset? Comment ça se passe dans ta tête, dans ton corps, Dani? En fait, à ce moment-là, ce que je me dis, avec comment ce qu'on s'est dit, déjà, je n'étais jamais tombé contre Victor. Jamais, on ne s'est jamais affronté. Et il m'a dit, Dani, il a des choses que tu n'as pas, tu as des choses qu'il n'a pas. Mais n'oublie pas, on est en France, tu es chez toi, tu as la grinta depuis le début de la compétition, tu as plus de présence de caractère que lui, même si lui il en a, mais tu en as beaucoup plus. Fais ce que tu sais faire et fais-le goûter la saveur d'Anidan. Il m'a dit ça comme ça. C'est quoi la saveur d'Anidan? En fait, c'est le fait que je vais arriver, je vais pas t'impressionner, mais je vais montrer que je suis tellement serein, je suis tellement à l'aise dans ce que je fais, que je peux même te narguer avec un sourire pendant que je suis en train de danser. Ça veut dire que je suis en train de faire un mouvement, je sais que ça a marché, et je souris parce que je sais que tu sais que ça a marché. Donc, moi, ça me met en confiance. Ça doit être énervant d'être contre toi. Ça énerve des gens, j'arrive à déstabiliser les gens, et c'est ce sourire moqueur, ça veut dire que je sais que j'ai bien fait, ou des fois je sais que ça n'a pas été bien fait, mais le fait que l'adversaire il a pointé le doigt sur ce que j'ai un peu mal fait, donc moi je vais le refaire mais d'une façon différente. Ça veut dire que je suis sorti de ma zone de ma ligne de conduite et je l'ai répondu parce qu'en fait c'est une conversation et ça ramène des points. Le fait d'interagir avec son adversaire, en fait j'ai pas fait quelque chose dans ce sens-là, il l'a notifié, hop, je le fais dans l'autre sens. J'y dis, regarde, je sais faire des deux sens et du coup je pars sur autre chose et du coup ça montre vraiment que je suis à l'aise, que j'ai une bibliothèque de mouvements qui est assez variée et ça coule. Donc moi je ne prends pas la pression, je sais que mes adversaires ils sont bons, mais je ne prends pas la pression, je me dis, lui je peux le battre. Et tu as senti du coup, c'est un peu ça qui a fait la différence, c'est cet avantage psychologique que tu as su prendre en fait pendant la battle? Pendant le battle, non, parce qu'en fait, lui je savais qu'il était fort mentalement. Lui c'est un tank. Mais en plus de ça, il s'était bien préparé et après c'est une machine de guerre. Il est très très bon, c'est pas pour rien qu'il est champion du monde. Et je me suis dit, je dois être stratégique. Tu rentres en premier, tu montes de la saveur dans tous les critères et lui va rentrer, il va faire ce qu'il sait faire. Ensuite, dans ce qu'il va répondre, toi, tu vas répondre dans ce que lui, il a fait. Et ensuite, tu vas imposer ta saveur de partout. Parce que le premier, c'était en 3 passages. Oui. Et je me suis dit, tu tapes fort les 2 premiers passages. Et après le 3e, si tu ne prends pas, ce n'est pas grave. Au moins, tu as assuré les 2 premiers. Et comme dit, comme fait, en fait, j'ai gagné les 2 premiers passages et lui, il a gagné le dernier passage. Je me suis dit, tu as perdu un point, c'est pas grave, tu es en finale. Voilà, puis comme tu dis, tu as fait l'essentiel. C'est l'essentiel, ton côté flemmard. Voilà. Le côté flemmard. On en revient évidemment. Donc ce battle, tu le remportes en effet. Il se passe quoi, Dani, entre la demi-finale et la finale? Remets-nous un peu là dans le contexte. Il se passe combien de temps? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'occupes? Entre la demi-finale et la finale, en fait, il y a moins de temps. Ouais. Parce qu'en fait, il y a juste un show. Et ensuite, on doit repartir. Donc moi, je retourne, je change de t-shirt, je me remets dans le truc. Et je me dis, OK, maintenant, tu l'as eu déjà dans les phases de poule et tu dois le revoir. En fait, ce n'était pas la bonne stratégie. Phil Wizard, le Canadien, voilà, c'est ça. Contre qui tu perds ton tout premier battle de la compétition. C'est la première personne que tu as affrontée en phase de groupe. Et là, tu le réaffrontes en finale. Je le réaffronte en finale. Et le problème, c'est que je me suis dit, je dois reprendre ma revanche. Je dois prendre ma revanche. Et ça a été l'erreur. En fait, penser la gagne, ça m'a pas aidé. J'aurais dû penser, amuse-toi. Ça veut dire que juste tu t'amuses. Et en fait, je propose la qualité, je vais remplir tous les critères. Et ensuite, je serai moins focus sur l'adversaire, mais focus sur ce que je vais proposer au menu en termes de danse, en termes de saveur. Oui, c'est assez propre, c'est truc, c'est original, c'est en rapport avec la musique, c'est tout ça. En fait, je me suis focalisé sur lui et lui, il a juste suivi sa ligne de conduite.
Et ça m'a. Et en plus de ça, premier passage, pour moi, ça se passe super bien, tout nickel. Et deuxième passage, je sens jambe coupée. Et même si Omar il me dit le contraire, il me dit Dani, tu aurais pu l'avoir. J'ai dit oui, mais une fois jambe coupée, ça, tu peux rien faire. Et pourtant, j'ai respiré. Quand on regarde les vidéos, ben en fait, on me voit chercher, respirer au maximum. C'est pas que j'étais essoufflé, mais j'essayais de faire circuler le sang dans mes jambes le plus rapidement possible. Donc, j'avais déjà ma ligne de conduite. Donc, je respirais. Je me dis, OK, là, ça va mieux. Et pendant que je passais, ben, je sentais que j'avais pas eu assez de temps de répétition. Donc, je me suis dit, ah, mince. Donc, ça m'a coûté mes 2 derniers passages. Après, elle est quand même magnifique, cette médaille d'argent que tu as en plateau d'ailleurs aujourd'hui dans cette émission. Mais ça a mis combien de temps justement à faire le deuil de la médaille d'or et de te contenter, entre guillemets, de cette très belle médaille d'argent? Ça a été automatique, direct? Automatique. D'accord. Automatique. Je me suis dit, je sais que je fais une médaille, mais maintenant, c'est à moi de choisir la couleur. Donc, je choisis la couleur et après, je me donne à fond. Et après, le résultat va donner ce que ça a donné. Ouais. Et après, je me suis dit, bon, dans tous les cas, c'est une médaille d'argent. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Bah, ne sois pas triste parce que tu n'es pas reparti bredouille. Pense à tous ceux qui ont eu 3 ans, 4 ans de préparation, qui sont repartis bredouille. C'est une première, c'est la tienne en argent, c'est en France. Profite, souris. Et aussi, entre la demi-finale et la finale, bah, en fait, j'avais ressorti la tenue de cérémonie, la tenue de récompense de médaille. Donc, une fois, parce qu'en fait, elle était restée dans le. Je m'étais promis de pas la sortir du paquet si je ne fais pas de médaille. D'accord. Ça veut dire jusqu'à aujourd'hui, je l'aurais gardée dans le paquet si j'avais pas fait de médaille. Et je me suis dit, celle-là, je vais la mettre ce soir. Donc, je l'ai sortie de la truc et ça m'a motivé encore plus. Et je l'ai mis de côté. Je me suis dit, je vais la mettre. Et je vais la mettre sur la plus haute marche. Donc, je l'ai mis sur la 2e marche. Mais j'étais content de la sortir et de la mettre parce qu'en France, tous ceux qui m'ont supporté, les sponsors, ma famille était là, mes enfants étaient là, ma mère, manager, cousin, cousine, tous mes amis. En fait, j'avais beaucoup de personnes qui me suivaient, qui étaient là avec moi et en fait qui étaient contents parce que j'ai pu faire un résultat et surtout le trio de tête, ceux qui ont fait premier, deuxième et troisième, ben en fait on reflète vraiment le breaking. Ça c'est important, ça veut dire que la discipline, même avec l'entrée aux Jeux Olympiques, n'a pas été dénaturée. Voilà, ça n'a pas été important de le préciser. Chaque profil peut proposer, peut expliquer, peut démontrer par leur danse que c'est vraiment prononcé dans ce qu'ils font. C'est du break en fait. Donc il n'y a pas eu un spécialiste, donc il y a eu plusieurs personnes qui savent faire plusieurs choses, mais c'est polyvalent, mais c'est différent. Donc ça c'est cool. Donc, et là où je suis fier, je suis content, c'est que c'est la seule médaille qui est restée en Europe. Ah oui. Donc les 2 autres, elles sont parties en Amérique du Nord. Donc, et moi, je suis content parce que c'est celle du milieu qui est en France. Et je suis assez fier de celle-là parce que c'est la première. Et elle est en argent. Tu as marqué l'histoire aussi de ta discipline. Ça, c'est important de le rappeler quand même, Dani. Toi, t'en as conscience de ça? Non, pas trop. Non? Non, parce que j'ai mis déjà 4 semaines avant de réaliser que j'ai fait une médaille. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai été pris directement par les médias et tout ça, tous les protocoles et tout ça. Et j'ai mis 4 semaines à réaliser que j'ai fait une médaille. Et ensuite, pour le breaking, en fait, non, je me rends pas compte. Pour moi, c'est un palmarès de plus, mais je ne me rends pas compte, en fait. Et alors, par contre, il y a un truc que tu as dû te rendre compte forcément. Tu me parlais dans l'émission de tous les sacrifices que tu as dû faire pour arriver aux Jeux Olympiques, pour te qualifier, intégrer l'INSEP, quitter aussi ta famille. Quand tu as cette médaille autour du cou et que tu vois ta femme, tes enfants, ta famille avec des étoiles dans les yeux, ça doit être un moment indescriptible, non? C'est un moment qui est vraiment marquant, qui est indescriptible parce qu'en fait, on voit ma famille, je ne l'ai pas vue pendant 1 mois et demi, parce que je n'étais pas rentré chez moi pendant 1 mois et demi parce que j'étais en pleine convalescence avec ma blessure. Et je vois mes enfants, je vois ma mère, ma femme. Et l'âge ils ont tes enfants, si c'est pas indiscret? 7 et 9 ans. Donc en capacité de comprendre totalement ce que tu es en train de faire et la médaille que tu as obtenue. Hein. C'est ça. Et ils étaient contents, ils avaient tous le t-shirt « Papa, on est avec toi », avec moi, avec ma grosse tête et en faisant un cœur comme ça. Et j'étais vraiment ému.
Mais en même temps, j'étais concentré parce qu'en fait, ils sont passés entre les phases de poule et les phases éliminatoires. Donc j'ai versé ma larme, mais c'était des larmes de joie. Donc j'étais assez content et ça m'a motivé encore un peu plus. En plus, il faisait chaud. Il faisait chaud. Oui. Il faisait chaud. Et j'étais assez content parce que j'ai passé les phases de poule. Malheureusement, mon compatriote Laguette, lui, il s'était fait éliminer en phase de poule à quelques points. Donc je me suis dit, bon, maintenant c'est à toi de jouer. Et vas-y, donne-toi à fond et donne-toi à fond. Tu n'as pas le choix. Là, c'est maintenant qu'il faut que tu montres à la France et au monde entier que tu es présent, que tu as ton âge, mais c'est que de la saveur ton âge. Donc, non, c'est beau parce que cette médaille, finalement, c'est la médaille du travail, la médaille du plaisir aussi. Hein. Tu as beaucoup dit ce terme-là pendant l'émission, la notion de plaisir, s'amuser, avoir le smile tout au long de la compétition. Ça a été un peu la clé aussi, ça, Dany. Ouais, c'est ça. Donc, même s'il y a des personnes qui pensent encore qui ne sont pas trop fans du break ou qui ne sont pas trop fans de moi, mon style, alors, ils disent que c'est la médaille de la chance, mais je dis bon. Oui, c'est mal te connaître aussi. Et non, après, on a le droit d'avoir, chacun a le droit d'avoir une opinion sur une performance. Mais moi, je leur dis, vous venez à ma place et puis allez-y, on verra si c'est de la chance ou pas. Mais je vais toujours dire, ce sont les personnes qui sont assis sur leur canapé qui vont mieux critiquer ceux qui sont sur le terrain. Exactement. Donc après, moi, j'adore redonner, répondre aux personnes, mais sur le terrain, avec des actes, avec des résultats. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, mon palmarès, il est rempli parce que j'ai toujours prouvé, pas au monde, mais moi, j'ai toujours voulu me prouver et ramener pas mal de médailles pour la France, de victoires pour la France. Et ça m'a toujours souri parce que à la France, on a de la chance d'avoir un patrimoine qui est très divers. Donc ça m'apporte cette saveur-là. Et surtout, ma culture m'a apporté encore une autre saveur en fait, que je peux apporter encore à la France. Donc, que dire en plus avec le système, tout ce qui a été mis en place pour les athlètes, tout ce qui a été mis en place pour moi, en fait, je ne peux que rendre la France à ce qu'elle m'a donné, avec des médailles, que ça. Moi, je dis, la France m'a donné ça, je te redonne avec des médailles, j'utilise mon corps et je donne ce que la France m'a donné. En tout cas, c'était très beau, Dany, un palmarès fantastique, une histoire hyper inspirante. Je te remercie vraiment d'être passé dans cette émission Sport Stream, d'avoir pris un peu de ton temps, 1 heure quasiment, pour discuter de plein de choses dans ce beau canapé orange. Merci, Dany. Merci à vous en tout cas pour l'invitation. Ouais. Et puis, à très bientôt. À très bientôt sur Sport en France. Merci. Dany Dan était avec nous. Et puis on va remercier évidemment toute l'équipe en régie. Julien Perronnet à l'édition, Pierre Driot à la réalisation, Paul Lebret au son et puis Sandrine David au maquillage. Merci à toutes et à tous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Sport Stream. Bye bye.